bienvenue à tous et à toutes à cette réunion d'information, donc où on va parler et présenter l'appel à projet automne 2023. Alors, avant de commencer, quelques petites informations pour qu'on puisse tous s'écouter et participer au mieux. Donc l'idéal, c'est d'avoir votre micro coupé à tout moment pour éviter, comme je disais tout à l'heure, les bruits parasites ou autres. Et vous pouvez bien sûr l'activer quand vous souhaitez prendre la parole. Il y aura des temps dédiés, je ferai des pauses au fur et à mesure pour, voilà, pour prendre toutes vos questions. Et voilà, si vous souhaitez avoir la vidéo ouverte, c'est toujours plus sympathique pour vous voir, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On est en train d'enregistrer, donc voilà, si vous avez un problème avec ça, n'hésitez pas à nous le dire ou à couper votre caméra. Donc il y a aussi un onglet discussion où vous pouvez poser vos questions si jamais voilà, vous avez une mauvaise connexion ou si vous souhaitez poser la question pour ne pas l'oublier plus tard. Et donc je vais rapidement vous montrer le sommaire donc, de cette réunion. On va tout d'abord passer par un temps de présentation des structures qui ont organisé cette réunion d'information. On va ensuite passer aux critères de sélection aux appels à projets. Et après, on va aller dans le détail sur donc le dépôt de dossier, comment déposer un dossier à cet appel à projet via la plateforme du portail solidaire. Et on va finir par un petit temps de présentation d'une association qui s'appelle Carte ONG, qui vous présentera un peu ses missions, ses activités, parce qu'elles sont tout à fait susceptibles de vous intéresser. Voilà, donc je vais laisser la parole à Isabelle pour vous présenter Resacop. Bonjour, donc Isabelle Robert, je suis chargée de mission à Resacop. Donc Resacop, beaucoup d'entre vous connaissent déjà, c'est un réseau d'appui au projet de solidarité internationale basé en Auvergne-Rhône-Alpes. On a des missions d'accompagnement à des associations, des institutions, des collectivités territoriales. Des missions de formation qu'on fait souvent en partenariat aussi avec la Guilde. Il y a un cycle complet de formation sur la gestion de projet. Et puis, on a aussi des missions de mise en réseau, soit sur des thématiques communes, soit sur des pays, voilà, des zones d'intervention où vous êtes plusieurs à intervenir dans ces zones-là et on facilite la mise en lien. Et puis, on fait aussi un focus sur une carte un panorama des associations, des organisations, des institutions qui interviennent en région Auvergne-Rhône-Alpes sur voilà, différentes thématiques, différents projets. Et pour cela, on a un annuaire qui permet de visualiser les projets et partenaires. Comme vous voyez, Resacop, pour ceux qui connaissent, on vient de changer de logo, on vient de changer de charte graphique et on a changé aussi de site internet. Donc, je vous remets dans le chat quelques petits liens pour pouvoir vous enregistrer le site internet, parce que la base de données où on était à 3000 acteurs aujourd'hui, elle a réduit parce que voilà, faut se enregistrer. Donc n'hésitez pas à vous enregistrer sur le site internet. Et puis les demandes d'accompagnement, comme d'habitude, elles se font aussi via un petit formulaire sur le site. Donc je vous mets le lien tout de suite dans le chat, sachant qu'il y a un petit délai aussi. Donc au vu de la présentation à venir, n'hésitez pas à anticiper un petit peu les accompagnements, surtout quand c'est lié à un appel à projet comme celui qu'on va vous présenter maintenant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation de Resacop. Et puis vous avez le contact, si besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Et donc Territoire solidaire va vous être présenté par Ella. Oui, je vais prendre le relais du coup pour l'équivalent de Resacop en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc nous, on a été créé en 2011 sous l'impulsion de la région Sud, de la ville de Marseille, d'autres collectivités et d'associations du territoire. On est aussi soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis la création. Et effectivement, comme Resacop, on anime un réseau multi-territorial, établissement d'enseignement, etc., etc. Et on a pour objectif d'améliorer la qualité des actions de coopération et de solidarité et de contribuer à l'ouverture internationale des habitants de la région.
Et donc pour ce faire, on a plusieurs types d'actions, plusieurs types de services aussi, adaptés aux besoins de connaissances, d'échanges, de professionnalisation et de valorisation des acteurs de la région. On va avoir aussi un observatoire qui donne à voir la contribution des acteurs objectifs de développement durable, un cycle de formation qui permet d'accompagner la montée en compétences des porteurs de projets et de faciliter l'accès au financement, et des temps d'échange ou des groupes de travail qu'on va animer. Je crois qu'il y a des micros qui sont allumés en même temps, si vous pouviez couper vos micros. Et on propose également des accompagnements dans le cadre d'appels à projets partenaires, comme celui de la Guilde qui va vous être présenté derrière. Donc, je vous ai mis mon contact, je le remettrai également dans le chat. Si vous avez besoin dans la rédaction de votre appel à projet, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci. Merci beaucoup, Ella. Et donc, à mon tour, je vais vous présenter la structure de la Guilde. Donc, la Guilde est une ONG qui est assez ancienne. Donc, elle a été créée dans les années 60 et reconnue d'utilité publique en 1981. Donc, ses missions principales, c'est de soutenir à la fois les initiatives liées à l'aventure, au voyage, à l'exploration, mais aussi à petite échelle. Donc, les missions vont se réaliser à travers 4 pôles d'intervention spécifiques. Tout d'abord, donc, il y a le pôle aventure. Donc, ça va être un soutien à travers des bourses à l'aventure. On organise également le festival du film d'aventure à Dijon tous les ans, qui se déroule en octobre. Et voilà, il y a aussi du soutien à des explorations scientifiques et autres projets. Il y a le de vous intéresser. Donc, on est un organisme d'envoi de volontaires. Donc, il y a 2 types de contrats. Il y a le contrat service civique et le contrat VSI, Volontariat de solidarité internationale. Et donc voilà, ça peut permettre à des associations françaises qui ont besoin de volontaires sur place, voilà, ou de compétences spécifiques sur un moment donné, sur un projet donné. Si ça vous intéresse, je pourrais vous transmettre les contacts de mes collègues qui s'occupent donc de l'envoi de volontaires. Nous avons aussi un pôle programme direct, donc c'est un des projets où on intervient directement dans la mise en œuvre de ceux-ci. On intervient surtout sur des projets autour de la culture et de la rénovation de bâtiments. Donc notamment, on a une radio de la paix en Irak, une radio de soutien des femmes en Afghanistan et des projets de rénovation de mosquées et d'églises. Et donc, il y a également le pôle microprojet donc, qui organise avec les 2 RRMA cette réunion. Et donc, les missions de ce pôle, c'est d'une part de valoriser ce que vous faites, donc ce que font les petites et moyennes associations de solidarité internationale en France, et donc de favoriser la mise en œuvre de ces microprojets de développement à l'international. Et on va faire ça à travers différentes activités qui sont l'accompagnement et la formation en lien avec les réseaux régionaux multi-acteurs qui sont au plus proche des acteurs. Nous, on est basé en France, pardon, à Paris. Et il y a aussi les activités de suivi et évaluation des projets financés, donc à travers le suivi au fil de l'eau, mais aussi des missions terrain. Il y a des activités de capitalisation à travers la création de fiches projets, de guides méthodologiques, etc. Et bien sûr, le financement des associations. Et donc, présentation de cet appel à projet. On vous présente aujourd'hui l'appel à projet automne 2023. Mais donc, on a 2 appels à projet qu'on appelle multithématiques par an. L'un qui se déroule en printemps et l'autre en automne. Et c'est toujours les mêmes modalités. Et ces modalités-là ont changé à partir de cet appel à projet. Donc, d'une part, il y a 2 seuils de financement possibles à partir de cet appel à projet, donc automne 2023. D'une part, de 3 000 à 12 500 répondent à nos critères d'éligibilité, que je vais passer juste après. Et il y a un deuxième seuil qui peut aller jusqu'à 20 000 euros pour les associations qui ont déjà été lauréates à un de nos appels à projets et qui ont un budget annuel N-1. Donc dans ce cas-là, ça va être le budget de 2022 qui est supérieur à 50 000 euros.
Donc voilà, il est important de souligner qu'une association peut déposer un seul projet par appel à projet et par bailleur, donc le projet à la guilde. Merci pour le micro. Et donc, quand je parle de multithématique, ça veut dire que toutes les thématiques de développement sont éligibles à cet appel à projet. Donc, ça peut être donc, des projets qui tournent autour de l'éducation, de l'agriculture, de l'eau et l'assainissement, de la santé, de la formation professionnelle, etc., etc. Donc, on va pas avoir une thématique spécifique, mais voilà, c'est vraiment généraliste. Et les critères des associations qui sont éligibles à présenter un projet. D'une part, ça va être tout d'abord des associations françaises qui ont une existence depuis plus de 2 ans, donc qui ont une publication au journal officiel de plus de 2 ans, à compter de la date de fin du dépôt. Donc, à cette occasion, c'est le 5 octobre 2023. Et qui sont en partenariat avec une structure locale. Donc, le partenaire local, ça peut être, en tout cas, ça ne doit pas être une personne physique, mais bien un groupement moral. Mais ça peut être donc une association, une coopérative, une école, une mairie, voilà. Mais ça doit être un partenariat et les deux structures sont liées par une convention de partenariat. Donc voilà. Un autre critère important, c'est que l'association française doit avoir moins de 200 000 euros de ressources annuelles à -1, donc en 2022 par exemple, dans le cas de cet appel à projet. Et en ce qui concerne les projets, tous à déposer, tous les pays qui sont inscrits dans la liste de l'OCDE de l'aide au développement, sauf malheureusement le Mali depuis novembre 2022, qui a été donc exclu des financements suite à une décision donc, du gouvernement et de l'AFD. Et donc il y a plusieurs questions en ce moment qui se posent sur le Niger et le Burkina Faso. Donc pour l'instant, on n'a pas de directive claire au niveau de l'AFD et du gouvernement. Donc on peut pas vous dire que c'est interdit, mais voilà, on sait tous que c'est un contexte voilà, qui est en train de changer. Et voilà, Macron a fait des annonces. Donc voilà, on est tous en train d'être dessus et on vous informera si la situation change et ces pays deviennent malheureusement inéligibles aussi. En tout cas, tous les pays, pardon, éligibles à l'aide au développement, c'est une liste de l'OCDE, peuvent faire l'objet d'une demande d'intervention donc dans cette localité. Avant de passer au type de projets peut-être qui sont éligibles, est-ce qu'il y a des critères vraiment donc de l'association qui peut déposer le projet? Oui, j'ai une question. Nous faisons Oui. partie de l'association Agir, qui est une grosse association nationale, Mhm. mais nous sommes la délégation territoriale de l'Allier, avec un numéro SIRET indépendant. Mhm. Donc, notre budget est inférieur à 200 000 euros annuels au niveau de la délégation territoriale. Oui. Sommes-nous éligibles ou pas? Est-ce que du coup vous avez donc oui, un budget, enfin, vous avez un conseil d'administration propre à l'association Non, il n'y a pas un nantaine? conseil d'administration propre au niveau de la délégation territoriale. Nous avons un budget séparé. Euh, c'est tout. Ok. Alors, si vous n'avez pas un conseil d'administration propre, ça ne pourra pas être éligible, mais on pourra regarder ça de plus proche. Vous avez une publication au journal officiel propre, enfin, vous avez vraiment une antenne séparée locale. Euh, C'est une cinquantaine d'antennes locales mhm. en France, donc qui sont vraiment séparées, mais néanmoins membres d'un collectif qui est l'association nationale. D'accord. D'accord. Moi, oui, je pense que donc ce sera éligible. On pourra, si vous voulez, consulter un peu plus. J'aurais besoin de voir vraiment les documents que vous avez d'existence juridique pour voir si ça rentre. Mais normalement, ça devrait être éligible, oui, tout à fait. Vous pourrez m'envoyer la liste des documents que vous souhaitez Oui, vous en faites consulter? pas, je vais dérouler l'ensemble des Oui, oui, documents qui mais sont demandés pour moi, c'est de et on savoir vous si enverra je tout ça. reste à la réunion ou si j'arrête tout de Oui, suite. je pense que vous Bah, pouvez voilà. rester.
Une Ok, autre question, merci. si c'est possible. Dites-moi. Je ne sais pas sur mon temps. Oui, à propos du partenariat que vous avez évoqué, Oui. vous dites qu'il faut donc soit ça ne doit pas être un correspondant physique, c'est-à-dire une personne, mais une Mhm. structure, une association, un établissement, ainsi de suite. Tout à fait. Parce que bon, je suis à Microfait et on a fait un dossier récemment et où vous me demandez Oui. pareillement d'avoir, en fait, on a à nous un agent qui est indépendant, mais qui est financé par notre association. Mais il ne constitue pas en tant que tel une association, sauf qu'il est quand même responsable d'un petit groupe technique. Donc, je me demandais quelles étaient les nuances dans ces notions de partenariat. Alors, c'est très simple. Ça doit être un partenaire local qui a une existence Ah juridique ouais, d'accord, localement. l'existence juridique, Donc, d'accord. si c'est une personne, bah, elle n'existe pas en tant que... Et c'est le document qu'on va vous D'accord, demander mhm. pour s'assurer, voilà, Oui, de votre partenariat. d'accord. Écoutez, je verrai. Là, on a fait un dossier récemment, Oui, justement à l'ambassade de France à Madagascar, où on d'accord. a pu rebondir, si c'est possible, sur une association locale dont notre Voilà. agent Bah, ça, était aussi c'est un des parfait. membres. C'est un peu limite, mais on verra si ça fonctionne. S'il vous OK. plaît, s'il vous plaît, Oui. donc Marie-Hélène Boileau de Grenoble, de Aide médicale et développement, pourriez-vous nous repréciser quand vous avez sur les financements de 20 jusqu'à 50 000 là, parce que j'ai pas bien compris là. 20 000, ouais. Oui, Donc, pour toute association qui est éligible, donc 2 ans d'existence, en partenariat, moins de 200 000 euros de budget annuel, vous oui, pouvez demander entre 3 000 et 12 500 ça euros va, oui. à la Mhm. guilde. Et si vous êtes déjà lauréate et vous avez un budget annuel qui est supérieur à 50 000 euros, vous pouvez Oui, demander jusqu'à 20 000 euros. Pourquoi d'accord, on fait ces doubles seuils? C'est peut-être plus conséquent de pouvoir demander plus de financement sans pour autant délaisser des petites associations. Si on donne à beaucoup d'associations 20 000 euros, forcément notre enveloppe est diminuée et on peut financer moins de projets. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux seuils-là. d'accord. Voilà, Merci. Excusez-moi. très bien. Alors je vais Et j'ai passer donc... aussi une question, s'il vous plaît. Oui, oui, bonjour monsieur. Dites-moi. Bonjour. Je m'appelle Patrice. Mhm. Je suis de l'ONG Moi J'ai Tri. Nous portons des projets en Côte d'Ivoire. Alors, il s'est fait que nous n'avons jamais été lauréats de la Guilde, mais nous avons un budget qui est inférieur à 50 000 euros. Est-ce possible de postuler à ce deuxième volet de 20 000 euros? Non, du coup. C'est les deux critères vraiment qu'il faut respecter. Ah, d'accord. Voilà. Euh, Alors, juste pour rappel, donc là, c'est une réunion d'information. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir des questions générales et après, sur des projets spécifiques, on pourra, avec Isabelle, prendre un temps pour le détailler. Comme ça, on pourra aller voilà, dans chaque détail de vos projets. Mais là, c'est vrai, comme on est beaucoup, on reste sur des questions plutôt générales, si ça vous va. Donc, je vais passer à la présentation des types de projets que vous pouvez présenter à cet appel à projets. Donc, d'une part, l'importance, c'est que ce soit un projet qui a été construit et qui émane de besoins. L'idée, c'est d'éviter des projets qui soient hors sol ou qui viennent d'une idée française ou européenne de la solution, mais vraiment qui émanent de l'écoute des besoins des populations et de vos bénéficiaires locaux et qui soient construits avec eux et en les incluant dans la réflexion de ce projet. Et donc, comme je l'ai déjà dit, toutes les thématiques traditionnelles de l'aide au développement sont éligibles. Et le projet doit durer entre minimum 1 an et jusqu'à 3 ans. Donc, quand on parle de minimum, par ça vraiment la mise en place de l'ensemble des activités du projet, mais aussi un temps pour suivre votre projet. Parce que l'idée, c'est qu'au bout de cette année, de ces 2 années ou de ces 3 années, votre projet soit totalement pérenne et puisse exister sans financement extérieur. Voilà, de comprendre comment votre projet va continuer va se pérenniser dans le temps, une fois que les financements, par exemple, de la guilde seront finis et les autres financements. Donc, dans le cas où votre projet dure plus longtemps,
Une proposition, c'est aussi de réfléchir à comment vous pouvez phaser ce projet-là. Donc, on peut imaginer que vous avez un projet sur 10 ans, mais qui inclut plusieurs volets, et comment vous pouvez construire une première phase qui dure 3 ans, et puis ensuite, voilà, redéposer pour une deuxième phase, etc., etc. En ce qui concerne les projets qui sont inéligibles à cet appel à projet, ça va être notamment des projets qu'on appelle ponctuels, donc par exemple de construction simple, des projets d'urgence, tout simplement parce que comme c'est des projets qui doivent durer de 1 à 3 ans et qui s'installent dans cette idée de pérennité, bah, une construction, ça va durer 2 à 3 mois, 3-4 mois, mais ça ne va pas aller jusqu'à 1 an. Il faut inclure des activités voilà, de formation, des changements pour que ça puisse faire un vrai projet éligible. Également, tous les projets qui tournent autour du microcrédit, de la microfinance ne sont pas éligibles à nos appels à projets, ainsi que tout ce qui est chantier jeunes, échange de jeunes. Bien que ce soit des projets intéressants, bah, ce n'est pas des projets qui rentrent dans notre spectre de projets éligibles. Enfin, un aspect important, c'est tous les projets qui sont cofinancés par le MEAE ou par l'AFD, même par des tierces comme par exemple le Forim, ne peuvent pas être éligibles sur le projet. Pourquoi? Parce que nous, on est aussi financé par l'AFD et il ne peut pas y avoir des cofinancements par le même bailleur. Euh, pour autant, l'association ou le partenaire peut être financé par le MEAE ou par l'AFD sur d'autres projets, mais dans votre plan de financement du projet, il ne peut pas y avoir ces cofinancements-là. Une autre nouveauté à partir de cet appel à projet et dans la continuité du programme Sport et Développement 2024 internationales qui ont lieu depuis 2019 et qui sont portées par la Guilde, le sport est maintenant éligible aux appels à projets qu'on appelle donc multithématiques. Dans cette idée, voilà, c'est que les appels à projets se sont arrêtés en 2022 sur Impact et on veut continuer à favoriser le sport comme levier, comme outil de développement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sport et développement? On entend vraiment le sport comme un champ d'action transversal qui va permettre d'arriver, qui va être utilisé comme un levier pour obtenir, pour répondre à des objectifs de développement durable. Donc, on entend voilà, comme quelque chose de utilisé pour créer des compétitions ou pour créer un club de sport, mais vraiment comme un levier, comme un outil au service du développement. Donc par exemple, vous donner un exemple, ça va être comment on met en place des cours de rugby pour permettre à des jeunes filles de prendre confiance en elles, de s'autonomiser à travers, voilà, d'acquérir des compétences qui vont leur permettre de s'autonomiser, de prendre confiance en elles. Mais l'idée, c'est pas de créer voilà, une filière rugby pour créer une filière rugby. Bah, les critères, c'est les mêmes que pour les projets généralistes. Voilà, donc c'est assez important de noter une nouveauté sur ces appels à projets. Donc là, en ce qui concerne les critères de sélection, donc c'est l'idée de comment est-ce qu'on va faire le choix entre les projets qui vont être financés et les projets qui vont devoir être retravaillés pour une prochaine session. Donc, il y a plusieurs critères qu'on va observer lors de l'instruction de ces projets et que vous allez retrouver lors du dépôt du Canva. En fait, on vous pose plusieurs questions pour vous pousser voilà, à s'interroger et à faire ressortir ces éléments-là de votre projet. L'important, c'est que ça émane vraiment d'une demande émise localement. Donc, l'idée, c'est de s'interroger sur quelle a été l'écoute de ces besoins et l'analyse pour en arriver à cette réponse-là, à cette solution qui est proposée en tant que projet, qui va répondre à des objectifs. Une autre question qui est complètement liée à la première, c'est que le projet soit ancré localement. Donc ça passe par plusieurs éléments. Tout d'abord, qu'il y ait une implication, une bonne articulation avec les différentes politiques locales et autorités, que ce soit les autorités traditionnelles ou modernes. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas faire de projets qui aillent à contre-courant de ce qu'on... C'est par exemple un projet d'éducation, bah, voir comment on peut impliquer le ministère de l'Éducation, comment on peut peut-être faire que les salaires des enseignants soient pris en charge par le gouvernement
dans la mesure du possible, même si voilà, c'est parfois compliqué, on en est très conscient. L'idée, c'est voilà, de ne pas laisser tomber, d'envoyer des lettres, d'essayer de les impliquer ou en tout cas de les informer que ce projet va être mis en place sur leur territoire et voir comment on peut s'articuler au mieux avec eux. De se questionner sur les différents partenariats et les collaborations qu'on peut mettre en place avec le tissu associatif qui existe déjà et aussi avec les autres ONG qui interviennent déjà dans la localité. Voilà, l'idée, c'est de voir comment on peut créer des synergies pour éviter voilà, de faire des doubles projets ou voilà, de voir déjà ce qui existe sur place et comment on peut apporter nos compétences et à ce qui existe déjà localement. Donc ensuite, on va avoir un regard très important porté sur la pérennité qui pour du projet. L'idée, c'est de s'interroger sur comment le projet va continuer, va s'étendre sur le long terme, même le moyen terme, suite à l'arrêt des financements, comment il va devenir autonome en fait à moyen terme. Donc ça passe par plusieurs questions autour de la viabilité de votre projet, que ce soit une viabilité économique. Donc, par exemple, si on installe des machines, comment on va s'assurer de leur entretien sur le moyen terme? Comment on va faire que ce soit aussi quelle va être l'organisation autour de cette vérification, de ce suivi des machines, pour être sûr que quand elles tombent en panne, il y a quelles les ressources pour la réparation. Voilà, c'est plusieurs viabilités qu'on verra lors du dépôt qui permettent de s'interroger sur la pérennité de votre projet. En termes de budget, donc on parle de proportionnalité entre les dépenses et les résultats attendus. En fait, on va se questionner aussi sur la cohérence entre les activités qui sont proposées et le budget qu'il y a en face. Par exemple, si on a un projet proposé avec un budget de 150 000 euros qui va venir bénéficier à 3 personnes directement, c'est vrai qu'on va se questionner sur est-ce que c'est la meilleure solution pour répondre aux besoins de ces 3 personnes-là et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de venir bénéficier à plus de personnes, peut-être pour un budget plus restreint. Donc voilà, cet équilibrage est important également. Ensuite, sur les indicateurs, donc l'idée, c'est de comprendre quel est le système de suivi des résultats que vous allez mettre en place lors de la mise en œuvre de votre projet pour comprendre tout simplement qu'est-ce qui a changé entre avant votre projet et puis après votre projet. Voilà, quels sont les changements perçus sur vos bénéficiaires directement, mais aussi sur la population plus largement. Voilà, l'idée, c'est vraiment, de se questionner sur ce système de suivi que vous allez mettre en place, et qui est à réfléchir dès le diagnostic, en fait, de votre projet. En ce qui concerne la participation, ben, c'est totalement lié au fait que voilà, le projet émane d'une demande locale. Donc, la population et les bénéficiaires sont inclus dès la réflexion de votre projet, mais aussi comment vous allez les inclure tout au long de votre projet et comment finalement, à terme, ces personnes-là vont se saisir du projet et le faire exister sans l'aide forcément de l'association française. C'est l'idée en tout cas. Et ensuite, donc, il y a des le genre, la jeunesse et l'environnement, qui sont des thématiques phares de l'AFD. Et l'idée, c'est de se questionner sur la transversalité de ces questions-là. Donc, comment on inclut ces 3 questions qui sont importantes dans n'importe quel projet de développement qu'on va mettre en place. Donc, par exemple, sur le genre, c'est pas seulement se dire la part de femmes bénéficiaires qui vont être dans mon projet, mais aussi de se questionner sur les postes à responsabilité qui sont occupés par des femmes, le temps de parole, par exemple, qui est dédié aux femmes dans les espaces publics, etc. Donc voilà, c'est vraiment de pousser cette le plus possible, en tout cas. Sur la jeunesse, la question est un peu la même, hein. C'est une population qui, voilà, c'est 50% de la population qui a moins de 30 ans aujourd'hui. Et l'idée, c'est de s'interroger sur comment on va les inclure dans les décisions du projet pour permettre à cette jeunesse de s'emparer des compétences nécessaires pour le suivi de ce projet-là. Sur l'environnement, donc l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur l'impact positif et négatif que mon projet peut avoir sur l'environnement et comment je peux essayer de rééquilibrer dans le cas où il y ait des impacts négatifs. Typiquement,
construction, ça peut utiliser des polluants. Comment on va faire, mais parfois c'est tout à fait nécessaire, comment on va faire pour rééquilibrer un peu cet impact négatif de mon projet sur l'environnement, ou en tout cas d'en être conscient et de s'interroger là-dessus. L'idée aussi, c'est qu'on ne va pas financer sur l'environnement, parce que ça ne va pas en accord avec ces thématiques transverses-là. Donc voilà, donc concernant cet appel à projet, donc automne 2023, donc c'est un appel à projet qui est ouvert en ce moment et qui se clôture donc le 5 octobre 2023 à 23h59. Donc c'est automatique, hein, vous ne pourrez pas déposer un projet après cette date-là. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à se préparer en amont, à échanger avec les réseaux, euh, euh, voilà, faire le plus possible pour ne pas vous valider à la dernier bug si tout le monde valide à la dernière minute. Donc voilà, préparer en amont le plus possible le dépôt en échange avec les différents accompagnateurs pour déposer un appel à un dépôt de projet. Donc, ce qui est important de savoir, donc je vais vous présenter rapidement le processus de dépôt de dossier, puis le processus de lauréat si vous êtes lauréat à cette session, et je prendrai ensuite donc toutes vos questions. Donc, une fois que vous avez rempli l'ensemble du dépôt de dossier, que vous avez bien vérifié, que vous étiez dans la bonne session, que vous avez mis une adresse mail que vous consultez régulièrement, parce que c'est là où on va vous contacter pour les résultats, pour peut-être vous demander des informations complémentaires, etc. Paiement en ligne qui est de 20 € pour déposer votre projet. Donc ça, c'est tout simplement les frais de stockage des données et d'utilisation de la plateforme. Et ensuite, donc, le processus d'instruction se passe en 2 phases. Il y a tout d'abord une première lecture interne et un pré-jury qui se focalise surtout sur les critères d'éligibilité. Donc, on va regarder l'ancienneté de l'association, le projet, la localisation, et on va faire une première grille de sélection. Donc ensuite, votre projet, il va être lu par un expert externe qui est donc spécialisé soit sur la thématique, soit sur la géographie d'intervention de votre projet, soit sur les deux si on en a, et qui va d'expertise de votre projet. Et donc, à l'issue de cette lecture externe, il y a un comité final qui réunit les instructeurs internes et les instructeurs externes et d'autres partenaires de la plateforme et qui va décider voilà, si votre projet est financé ou pas. Et ce qui est important à retenir, c'est que si votre projet est financé ou pas, vous aurez dans tous les cas un avis du jury qui est rédigé donc par cet expert-là et par l'expertise interne également sur des recommandations, donc des points de vigilance, des points aussi positifs de votre projet. Et puis il y a quelques recommandations qui sont émises si vous souhaitez ce projet qui a été refusé, bah, c'est tout à fait possible. Donc si votre projet est financé, il va d'abord devoir passer si le financement, la dotation demandée est supérieure à 5 000 €. Il va y avoir un avis de non-objection. Donc, c'est une diligence qui est rédigée pour l'AFD dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Voilà, l'idée, c'est un criblage hein, où l'AFD va enquêter sur l'association et va nous donner l'accord pour financer votre association. Donc ce criblage-là, il peut durer entre 1 et 2 mois, ce qui peut jouer sur la date de versement. C'est pour ça que, par exemple, sur cet appel à projet, donc la clôture, c'est le 5 octobre, de mi-fin décembre. Et il ne faut pas compter des versements avant voilà, le janvier, voire février 2024. Parce que voilà, ce criblage peut prendre un certain temps, entre 1 et 2 mois. Un autre point qui est important à retenir, c'est qu'une fois que le criblage est accepté, qu'on a signé la convention ensemble, on va vous verser uniquement les 2 tiers de la dotation. Le dernier tiers, il est à avancer par votre association, donc c'est important à prendre en compte voilà, dans votre trésorerie. Et il ne sera versé qu'à la fin de votre projet et suite à la validation de votre bilan final. Donc vraiment en remboursement de ce que vous avez avancé lors de la mise en œuvre du projet. Donc voilà, pour tous les projets qui font plus de 1 an, donc 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, il y a un bilan intermédiaire qui est demandé toutes les années. C'est vraiment sous format libre et l'idée, c'est de savoir voilà, comment a avancé votre projet et avoir un peu un état des dépenses engagées à ce stade.
Voilà, je m'arrête. Donc ça, c'était la présentation de l'appel à projet. Maintenant, je vais dérouler comment on dépose concrètement un dépôt de dossier. Mais ou autre, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Peut-être une question. Donc, il y a les Universitaires sans frontières. Les deux, d'abord, le PowerPoint est très clair. Est-ce qu'on pourrait l'avoir, en avoir un accès? Parce que ça me permettrait de le diffuser auprès de mes collègues qui sont certainement intéressés par la présentation. Et la deuxième question, c'est une question de calendrier. J'ai bien noté donc octobre. Quid du prochain appel à projet? Il est prévu sur quel calendrier? Oui, merci beaucoup, monsieur. Donc, tout à fait, on va vous envoyer donc le PowerPoint suite à la fin. Bon, ça prendra quelques temps, mais suite à la fin de la réunion d'information, pour que vous puissiez voilà, avoir. Parce que là, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont vous être données et vous pourrez le regarder plus tranquillement a posteriori. Et donc, le prochain appel à projet, ce sera printemps 2024 et il va ouvrir courant janvier et fermera normalement. Les dates peuvent être amenées à bouger légèrement, comme ça a été le cas pour cet appel à projet. On a dû un peu décaler les dates, mais c'est en tout cas sur cette période-là que ça va se dérouler. Ok. Je vois qu'il y a des mains levées. Est-ce que... Question aussi. Oui, je vais d'abord prendre Madame Iwo Tamari qui a levé la main avant. Merci, monsieur. Merci de me donner la parole. Alors, je voulais quelques précisions sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'illégibilité de la construction simple, par exemple, ça vous avez dit. Je me demandais si, par exemple, dans le cadre d'un gros projet, par exemple, qui peut durer jusqu'à 5 ans, il y a des travaux de construction pour lesquels nous aurions besoin de déposer un dossier tout de suite, mais il y a beaucoup d'autres activités de type formation, etc., même des soins qui sont donnés à des enfants, etc. Est-ce que donc la partie construction devient éligible dans ce cadre-là? Alors, ce n'est pas des frais de construction, c'est des projets de construction simple qui sont inéligibles. La construction sur place est tout à fait éligible à notre appel à projet. Comme vous l'avez très bien expliqué, si ça comprend, si ça s'insère dans un projet plus large, ce n'est pas uniquement le projet, mais ça s'insère voilà, dans l'amélioration de la scolarité des enfants d'une école et ça passe par des activités de formation, de sensibilisation, par l'équipement en mobilier aussi. La construction simple n'est pas éligible, mais la construction plus l'aménagement de ces salles de classe est éligible. Donc voilà, l'idée c'est de s'insérer dans un projet qui est plus large que de la simple construction. D'accord, même si la guilde ne financerait que la partie construction, une partie de la construction et d'autres partenaires, hormis ceux que vous avez nommés, peuvent financer le reste. Tout à fait. Je vais passer sur l'éligibilité ensuite des dépenses. Guilde ne finance que jusqu'à 50% de votre budget total. Donc, il y a forcément des cofinancements en face. Merci beaucoup. De rien. Oui, je vois Monsieur Bernard. Bonjour. Bonjour Nora. Bonjour. Ma question est très simple. Auparavant, j'ai bien compris, on ne peut déposer qu'un projet par session. Ça, j'ai bien compris. Notre cas, auparavant, on a pu déposer 2 projets, notre projet actuel renouvelé et le projet plateau sportif. Sur Impact 2024, oui, qui est un autre appel à projet. Alors, est-il possible, comme notre plateau sportif, c'est une participation au développement du quartier, est-il possible d'intégrer un financement plus faible du plateau sportif en l'intégrant à l'hôpital? Voilà. Alors, oui, vous avez compris ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je connais votre projet, donc je peux vous répondre. Moi, je pense que dans ce qui est de la cohérence de votre projet, mélanger un dispensaire de santé qui a des objectifs spécifiques et un plateau sportif qui en a d'autres, ça ne sera pas cohérent. Donc, vous pouvez, techniquement, vous pouvez le faire, mais moi, comme ça ne me semble pas forcément cohérent. Exact. Merci. C'est ce que je voulais. De rien. Je crois qu'il y a d'autres mains levées, mais je ne les vois plus. Peut-être que ça a été répondu. Bon, on avait je vais me permettre d'avancer. Question dans le chat. La question était, faut-il attendre la réponse positive ou le premier versement pour débuter la mise en œuvre du projet?
C'est une bonne question. Merci beaucoup. Alors non, il ne faut pas attendre le versement. Nous, on va considérer que les dépenses éligibles commencent le lendemain de la fin de la date de clôture de l'appel à projet. Donc là, typiquement, c'est le 5 octobre. Donc à partir du 6 octobre, toutes les factures vont être éligibles au financement que l'on couvre. Donc vous pouvez commencer le projet à partir du 6 octobre sur fonds propres, sur d'autres financements. Ou sans savoir d'ailleurs si vous serez lauréat de l'appel à projet. C'est à prendre en compte. D'accord. Monsieur Philippe, je vois que vous levez la main. Vous êtes en mute, donc on ne vous entend pas. Oui, voilà, oui, je réactive le son, pardon. Oui, je voulais savoir, dans les appels à projets, est-ce que des thématiques multiples sont plus cohérentes, intéressantes dans cet appel? Est-ce que, par exemple, moi, je suis dans le domaine plutôt agricole, est-ce que pas mélanger, mais avoir agriculture, formation, eau, développement, est-ce que ces thématiques qui font partie d'un projet ont une cohérence, apportent un plus, ou il faut sectoriser davantage notre demande? Alors, en tout cas, ça apporte pas de plus, mais Non. ça apporte pas de moins non plus. Enfin, D'accord, c'est oui. vraiment dans la cohérence aux objectifs de votre projet. C'est ça vraiment qu'on va regarder en fait. Si vous me dites que l'objectif du projet, c'est d'améliorer l'éducation des enfants et vous me présentez des activités d'agriculture, je vais me dire, c'est pas cohérent. Pourtant, si vous me l'expliquez, Oui. voilà. Donc, Oui. pour le coup, ça apporte pas de plus, mais c'est pas des moins non D'accord, plus. oui, Enfin, oui. Non, oui, c'est ce qu'on avait déjà fait. Alors peut-être j'anticipe peut-être sur ce que je vais dire tout à l'heure sur la matrice là, pour rédiger le projet. Nous, on avait fait un petit peu en début d'année un projet qui vous a été soumis, qui n'a pas été retenu. Et ce que je me souviens, c'est que quand on rédigeait, alors je dis ça un peu pour tout le monde, moi c'est peut-être un exemple, en permanence enregistrer ce qu'on vient d'écrire, parce que si on distribue le questionnaire, à la fin, si on n'a pas enregistré, ben, on perd une grande partie de ce qu'on a écrit. Ça, alors, je ne sais pas si ça a été changé, mais peut-être vous allez en parler, j'imagine. Non, malheureusement. Mais oui, vous faites très bien d'en parler. Effectivement, ça fait partie de mes recommandations, mais je peux le dire d'une fois. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de tout rédiger sur un document Word. Comme ça, vous avez, en plus, ça peut être un bon outil d'échange avec les accompagnateurs, parce que c'est pas toujours facile d'accéder et d'échanger sur le portail solidaire. Nous, sur votre Word, de toute la réflexion, tous les échanges. Et une fois que vous avez un peu votre Word prêt, bah, vous ouvrez le portail solidaire et vous faites des copier-coller, vous enregistrez tout, vous montez toutes les informations, les annexes, et hop, vous validez et vous envoyez votre projet. Pour éviter effectivement la perte d'informations qui est possible, voilà, c'est une plateforme en ligne et donc des fois, bah, non, mais je crois qu'il faut toutes les 2 ou 3 minutes, il faut enregistrer, autrement on le perd. Mais souvent, Bah, dans le déroulé de la matrice, il y a, ah tiens, je n'ai pas pensé à cette question-là, il faut que je réponde. Tout n'est pas prêt à l'avance quelque part, hein. Donc, et là, on s'était piégé plusieurs fois. Donc, c'est difficile. C'est pour ça, je pense que le mieux, c'est de faire un Word. Et donc, c'est pas toutes les 2-3 minutes, c'est vraiment tous les onglets, en fait. Donc, quand vous changez d'onglet, il faut enregistrer l'onglet dans lequel vous êtes. Très bien, merci. Voilà. Bah, du coup, je vais continuer sur la présentation du portail solidaire pour que tout le monde voit de quoi on parle avec Philippe. Donc, c'est la plateforme sur laquelle vous allez déposer votre dépôt de projet. Donc, c'est une plateforme qui a pour objectif de rassembler porteurs de projets, accompagnateurs, mais aussi plusieurs bailleurs. Donc, nous, on va rien recevoir et rien prendre en papier ou par mail. Tout se fait à travers la plateforme du portail solidaire. Et comme un exemple de cette volonté de rassembler qui est vraiment séparé et voilà, un autre bailleur indépendant de la guilde qui est présent sur la plateforme et que vous pouvez solliciter à travers la plateforme qui s'appelle la Fondation Agir sa vie. Donc, comme vous le voyez, il a des critères de sélection et des seuils de financement qui lui sont propres, qui sont particuliers. Donc, par exemple, ce qui est important à prendre en compte, c'est que toutes les thématiques sont éligibles sauf la santé et l'éducation. Donc, si vous lui présentez un projet qui tourne autour de la santé, bah, ça va pas du tout être quelque chose que cette fondation va financer.
Et alors, comment vous faites pour solliciter ce bailleur-là? Ça va vraiment se passer au niveau du budget. Donc là, je vais vous présenter tout le dépôt de dossier et il y a une partie budget où vous allez présenter le budget prévisionnel de votre projet. Donc dans les dépenses, vous allez mettre l'ensemble des dépenses de votre projet. Et dans les parties ressources, toutes les ressources qui vont servir à financer les activités de votre projet. Et ça va se passer dans la partie bailleur de fonds privés. Donc il y a deux lignes qui sont toujours exposées, Agir sa vie et la ligne La Guilde. Et si vous remplissez un montant sur la ligne bailleur, qui va instruire votre projet. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de présenter un seul projet et de solliciter deux bailleurs directement sur le budget. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous faire économiser du temps de dépôt de projet qu'on sait long et chronophage. Voilà. Bien sûr, l'important, c'est de s'informer sur ces critères propres et de savoir si votre projet rentre dans les critères de la fondation pour éviter que dans votre plan de financement, vous ayez prévu ce financement-là qui, de fait, est inéligible. Vous pouvez aussi choisir de présenter et de solliciter Agir sa vie et de présenter un deuxième projet et de solliciter uniquement la guilde. Ou de présenter un projet, de nous solliciter que nous et que voilà. Mais l'idée, c'est ce qui est permis à travers la plateforme du portail solidaire. Donc maintenant, je vais vous présenter vraiment les étapes pour déposer votre demande de financement sur le portail solidaire. Donc la première étape, c'est la création de votre espace structure. Donc, vous allez déjà mettre un email et un mot de passe. Et ensuite, il y a plusieurs documents qui vous sont demandés et que vous devez remplir si vous voulez passer à la partie le document de publication au journal officiel. C'est là où on va vérifier les 2 ans d'existence de votre association. Il y a aussi le compte du résultat N-1. Il y a d'autres documents comme le PV d'AG, signé, daté et d'autres documents. Donc ensuite, il y a la présentation de l'association en une dizaine de lignes, hein, vraiment en résumé, vos actions, vos missions. Et il y a le choix de l'appel à projet. Donc très important, parfois on a plusieurs appels à projets qui sont ouverts mais, sur la plateforme du portail, mais qui ne sont pas à destination de toutes les associations à projet que vous choisissez. Donc là, en l'occurrence, c'est automne 2023. Donc après, voilà, vous remplissez des informations de votre projet, hein, votre titre, votre sous-titre, en essayant d'être le plus précis possible. Vous allez définir des objectifs généraux et spécifiques. Donc, les objectifs généraux, ils sont en lien direct avec les ODD, donc les objectifs de développement durable qui sont identifiés par l'ONU. Et l'idée, c'est vraiment, en général, si vous en avez un ou deux principaux et un dernier secondaire, enfin, l'idée, c'est pas de cocher tous les ODD, mais vraiment de voir comment votre projet vient répondre directement à 1, 2, 3 ODD maximum. Donc, en fait, ensuite, la recommandation en tout cas, c'est de présenter le contexte en entonnoir. Donc d'abord parler du pays, voilà, du contexte sur la thématique de votre projet, du pays, puis de la région, puis vraiment de la localité, de la zone d'action de votre projet, pour comprendre en quoi cette localité est pertinente pour mettre en œuvre ce projet-là. Donc ensuite, il y a la partie historique du projet. L'idée, c'est vraiment là de démontrer comment le projet a été construit avec, voilà, en écoutant et en construisant le projet avec les personnes locales, avec les bénéficiaires locaux, de comprendre aussi l'historique de votre partenariat, voilà, comment s'est consolidé le projet et comment vous en arrivez aujourd'hui à la présentation de celui-ci. En résumé, en fait, c'est le diagnostic du projet. Et donc, comme l'a dit Philippe, n'oubliez pas de sauvegarder à chaque fois que vous changez d'onglet pour ne pas perdre les informations. Donc ensuite, le deuxième onglet, ça va concerner le partenaire local. Donc là, comme je l'ai déjà dit, hein, ça doit être un groupement moral, et non une personne physique. Vous allez présenter donc les compétences et les expériences de votre partenaire local. L'idée, en fait, c'est de se questionner sur pourquoi on a fait ce partenariat avec lui, quelle est la légitimité et la pertinence du porteur de projet et du partenaire local. Et puis, à l'inverse, de se questionner aussi sur moi, association française, quelle est la pertinence, quelles sont les compétences que j'apporte dans la mise en œuvre de ce projet et pourquoi c'est pertinent qu'on se soit mis ensemble pour ce projet-là. Après, voilà, donc c'est dans l'implication du partenaire et les rôles que chacun, donc comprendre
qui va faire quoi, en fait, tout simplement dans le projet. Et ça doit être détaillé également dans la convention de partenariat, qui est donc à joindre, signée par les deux parties, donc par l'association française et la structure locale. Vous pouvez également mettre d'autres partenaires locaux, hein. Nous, on vous demande d'identifier un partenaire local vraiment lié par une convention de partenariat, mais vous pouvez tout à fait construire un projet avec plusieurs partenaires et nous les présenter également dans cette partie-là. Il y a d'autres onglets qui peuvent s'ouvrir. Donc ensuite, il y a la partie, le troisième onglet, c'est l'onglet bénéfices. Vous demandez tout simplement d'identifier numériquement les bénéficiaires directs et de donner quelques informations sur voilà, l'origine enfin, le profil un peu de ces bénéficiaires, donc la part de femmes, la part de jeunes, enfin, le profil un peu général de ces bénéficiaires. Donc ensuite, il y a plusieurs questions qu'on va vous poser dans cette partie qui reviennent en fait à cette transversalité de 3 thématiques. Donc on va vous demander en quoi le projet renforce l'égalité femmes-hommes. Euh, donc voilà, l'idée c'est, comme je l'ai déjà dit, hein, de s'interroger sur comment les femmes sont intégrées dans le projet, sont prises en compte, etc. Pour la jeunesse, c'est la même question, c'est comment on va impliquer les personnes de 15 à 30 ans dans le projet pour leur permettre de monter en compétences, de s'autonomiser, etc. Et donc la dernière question, c'est une question qui est parfois un peu compliquée, enfin qui est peut-être mal formulée, un peu difficile à comprendre. L'idée, c'est de se questionner sur les personnes qui sont exclues de votre projet. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est pas volontaire, hein. C'est juste dans l'idée que chaque projet a un budget et des activités qui sont limitées de fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est de s'interroger un peu sur ces personnes que l'on exclut de fait, pas volontairement, mais qui peuvent parfois poser des difficultés, une entrave au projet, et voir aussi comment on peut, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment juste de réfléchir à identifier ces personnes-là pour éviter que ça puisse faire blocage au projet. Donc ensuite, une partie très importante, le cœur de votre projet, ça va être donc les activités. Donc comme vous voyez, vous pouvez créer plusieurs onglets activités avec chacun une date de début et une date de fin. Alors, monsieur, votre micro, merci. Donc, chaque activité a une date de début, une date de fin. Donc, l'idée, c'est voilà, de dérouler votre projet avec les différentes activités qui le composent et de détailler pour chaque activité, de se poser les questions qui, quoi, où et comment. Donc voilà, identifier les ressources humaines et matérielles, identifier de quoi on a besoin pour mettre en place cette activité-là, comment on va la mettre en place de manière très précise. Voilà, et donc l'ensemble de ces activités-là que vous présentez doit faire 1 an au minimum et au maximum 3 ans. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces activités-là. Donc je vais passer à la partie peut-être la plus importante, c'est la description donc, de la viabilité. Donc comme je l'ai expliqué dans les critères de sélection, ça va venir démontrer en quoi votre projet est au long terme. Donc ça passe tout d'abord par la viabilité financière. L'idée, c'est de s'interroger et de démontrer comment, comment seront pris en charge les frais de maintenance ou de fonctionnement à long terme de votre projet suite à l'arrêt des financements sur ce projet-là. Donc il y a différentes manières hein, de prendre en charge ces coûts-là. D'une part, c'est justement en impliquant les autorités locales pour que celles-ci prennent en charge, s'engagent à prendre en charge pardon, les différentes, par exemple, je pense au salaire des enseignants, etc. Mais il y a aussi les activités génératrices de revenus. Si par exemple le ministère de l'Éducation refuse ou ne peut pas payer les salaires des annexes au projet, qui vont permettre d'alimenter mon projet et de le faire vivre dans le temps. Par exemple, pour reprendre l'exemple du paiement des enseignants, peut-être la création d'un jardin potager où une partie des ventes va venir alimenter directement le salaire de ces enseignants-là. Ensuite, on va découler cette viabilité sous plusieurs onglets. L'idée, c'est vraiment de vous questionner sur la pérennité de votre projet sous différents angles. Donc, il y a d'abord la viabilité sociale et culturelle. L'idée, c'est vraiment de s'interroger sur comment votre projet
tradition, de la culture locale pour éviter voilà, que le projet soit tout à fait accepté et ne vienne pas voilà, à contre-courant des croyances et des traditions locales. Il y a aussi donc la viabilité politique et réglementaire. Donc voilà, comment on inclut, on informe les autorités traditionnelles et modernes, comment on les implique dans le projet pour éviter tout blocage une fois qu'on met en œuvre ce projet-là. Il y a également la viabilité environnementale. Donc voilà, l'idée, c'est de s'interroger sur les impacts que mon projet a sur l'environnement et comment on peut les amoindrir. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer une juste balance et de s'interroger sur aussi la pertinence des activités. Par exemple, il y a voilà, parfois des dons de matériel qui sont faits en France et donc on se dit, c'est moins coûteux sur réduit. Mais voilà, on a l'envoi de conteneurs qui est extrêmement polluant. Et on peut être amené à s'interroger sur est-ce que acheter localement, ça va certes faire augmenter le budget de mon projet, mais peut-être que ça va engendrer des externalités positives comme bah, voilà, faire vivre l'économie locale. Est-ce que voilà, l'idée c'est vraiment de se questionner sur ça. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de prendre des conteneurs, de bénéficier du don de matériel, mais l'idée c'est juste d'en être conscient et de s'interroger sur ces aspects-là et comment on peut balancer ces aspects négatifs pour l'environnement. Donc ensuite, il y a la viabilité technique qui est très liée à s'interroger sur comment on va assurer la pérennité des matériaux et des différents matériaux qu'on a mis en place, des différentes infrastructures aussi qu'on a mis en place lors du projet sur le long terme. Donc typiquement la maintenance et l'entretien de tous ces éléments-là et qui va être mis en place, chargé de suivre ce projet-là et d'identifier les ressources, d'identifier quand quelque chose est tombé en panne. Voilà. Donc la viabilité organisationnelle, c'est de s'interroger sur, voilà, est-ce qu'il y a par exemple un comité de gestion qui est créé avec la constitution et qui savent voilà, que cette caisse-là est mise à disposition et utilisée uniquement en cas de nécessité de maintenance des équipements. Donc voilà pour les viabilités. Et ensuite, à la fin du dépôt, donc il y a 3 petites questions qui concernent tout d'abord le dispositif d'évaluation. Donc là, on revient aux indicateurs de résultats. Voilà, l'idée, c'est d'anticiper ce dispositif pour que lors de la mise en œuvre du projet, on sache quels sont les différents indicateurs que je vais suivre pour ensuite les faire remonter et rendre compte dans mon projet. C'est très difficile de le faire pendant la mise en œuvre du projet. On a déjà beaucoup de choses à gérer. Il y a pas souvent des imprévus, des choses, voilà. Donc, si on n'a pas essayé d'identifier ce dispositif d'évaluation en amont, ça peut être difficile lors de la mise en œuvre du projet. Ensuite, on porte une attention particulière aux activités de sensibilisation en France, qu'on appelle aussi EXI. L'idée, voilà, c'est de se questionner sur les retombées de votre projet aussi en France, savoir si vous en parlez en France. C'est pas du tout un critère rédhibitoire, mais voilà, l'idée, c'est toujours positif de montrer également les actions que vous menez en France. Et enfin, donc il y a la question sur le prolongement envisagé. Donc l'idée, c'est tout simplement de savoir si ce projet constitue une phase 1 d'un projet plus large ou alors un test pour répliquer par la suite. Mais voilà, c'est pas du tout obligatoire. Parfois, il y a des projets qui sont tout à fait pertinents dans un moment T et dans la localité, mais qui sont pas voués à être répliqués ailleurs ou autre. Mais si c'est le cas, c'est toujours intéressant pour nous de le savoir. Donc voilà pour les aspects du narratif. Je vais maintenant et je prendrai vos questions donc à la fin de cette explication-là sur le budget. Donc le budget, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Tout d'abord, l'aspect le plus important, c'est d'avoir un bon équilibre entre les dépenses et, enfin, que ce soit équilibré entre les dépenses et les ressources. Forcément, tout ce que vous allez mettre en place, tous les coûts que vous allez mettre en place doivent être couverts par une subvention, des apports propres, etc. Donc, dans la partie dépenses, vous allez lister toutes les dépenses qui sont liées à votre projet. Vous allez les ranger par frais de construction, suivi, évaluation, aménagement, formation, etc.
Vous pouvez aussi faire par objectif spécifique ou par activité. Enfin, voilà. L'idée, c'est que ce soit rangé et qu'on comprenne rapidement à quoi fait référence par rapport aux activités, cette dépense-là par rapport aux activités et aux objectifs de votre projet. Je vais passer ensuite, je vais présenter les dépenses qui sont éligibles et inéligibles. Mais les dépenses inéligibles peuvent tout à fait être, enfin, doivent même être mentionnées dans le budget, même si elles ne sont pas prises en compte par notre dotation, l'ensemble de votre projet et des activités. Dans le mode de calcul, donc vous pouvez mettre devis. S'il y a des devis, c'est toujours mieux et ils vous seront demandés en annexe. Et sinon, le mode de calcul qui est utilisé, par exemple, pour la main-d'œuvre, le SMIC horaire fois le nombre d'heures travaillées, etc., etc. L'idée, c'est de comprendre comment vous en êtes arrivé à cette estimation-là. Voilà pour la partie budget. Sur la partie ressources, ce que je peux dire, c'est qu'on est tout à fait conscient que votre budget a vocation à bouger ou autre. Mais l'idée, c'est de comprendre déjà quel est votre plan de financement prévisionnel et quel bailleur vous avez sollicité pour venir compléter votre budget. Il y a une deuxième partie qui est assez importante sur le budget, se situe juste en dessous. C'est ce qu'on appelle les valorisations. Donc, par valorisation, on entend toute la contribution qui est non monétaire au projet. Donc, tout ce qui va en fait être donné ou prêté gracieusement. C'est par exemple la main-d'œuvre bénévole, le don de terrain. Par exemple, une attestation du don de terrain va vous être demandée. Mais voilà, l'idée, c'est de valoriser un peu l'engouement bénévole qu'il y a autour de votre projet. Et surtout, ça fait varier les marges que vous pouvez solliciter à la guilde. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir valoriser ce temps plutôt bénévole, cet apport gracieux qui est apporté au projet. Donc, sur les infos du budget, donc, je l'ai dit au tout début, mais la somme maximale que vous pouvez solliciter à la guilde, c'est de maximum 50% du total de votre projet, de votre budget prévisionnel. Donc, parmi ces 50 restants, vous pouvez valoriser jusqu'à 25% des valorisations, donc de tout l'apport qui est bénévole, etc., localement, réalisé localement. Donc, typiquement, le don du matériel, la main-d'œuvre locale, etc. Donc, j'ai rappelé également les seuils de financement. Donc, il y a bien deux choses à prendre en compte, hein. C'est la dotation maximale que vous pouvez demander, mais aussi par rapport à votre budget total du projet. Donc, pour vous donner un exemple un peu plus concret, je vous ai mis un petit exemple là. Donc, par exemple, si vous avez un projet à 10 000 euros, vous ne pourrez demander que 5 000 euros maximum à la guilde. Il faudra toujours que 50% du budget soit pris en compte, soit par vos fonds propres, soit par un autre bailleur, etc., etc. Donc, je vais parler des frais inéligibles, mais s'il y a des frais inéligibles, nous, on va les enlever du total de votre budget prévisionnel et on va faire ce calcul des 50% uniquement sur les dépenses éligibles. Donc, les dépenses éligibles, qu'est-ce que c'est en grand résumé, hein? Les dépenses éligibles, c'est tout ce qui va être lié aux frais de mise en œuvre sur place, en résumant. Donc, ça va être, par exemple, le salaire des formateurs locaux, l'achat de matériel sur place, les frais de construction faits par des prestataires de communication et de publicité sur place, les salaires, alors à court terme, à condition que dans la viabilité, vous nous avez démontré que ça va être pris en charge sur le moyen terme par l'autonomisation de votre projet. Et également pour les frais de fonctionnement. Et donc, à l'inverse, tout ce qui va être inéligible, c'est, en grosso modo, c'est tout ce qui va être lié à l'association française, tous les frais de l'association française. Mission sur place, la restauration des bénévoles de l'association française, ainsi que les salaires ne sont pas éligibles à nos dotations. Donc, par exemple, c'est tout à fait, vous devez même les montrer, les ajouter à votre budget. Par exemple, les missions terrain, pour certains projets, sont tout à fait nécessaires, pertinentes pour la réalisation du projet. Et nous, on va venir enlever cette dépense-là dans notre calcul de la dotation maximale éligible. Également, tout ce qui est le matériel acheté en France et ce transport de matériel sur place
n'est pas éligible à nos dotations. Voilà, je vais peut-être faire un petit arrêt ici. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'était un gros morceau. S'il vous plaît. Oui. J'ai une question juste sur le détail, sur le matériel acheté en France. Quand on achète un matériel qui est inventé par un Français mais fabriqué localement. Bonjour. En Afrique de Nora. l'Ouest. Bonjour. Est-ce qu'on considère que c'est du matériel acheté en France ou pas? Non, non. C'est vrai que c'est parfois des... Voilà. Mais si votre fournisseur est français, mais votre prestataire, que vous l'achetez sur place, donc la facture est faite, est issue localement, bah, c'est éligible. Non, la facture sera une facture française, mais c'est du matériel qui est fabriqué sur le Togo. Bah, si c'est une facture française, c'est pas éligible. Bon. En fait, c'est ça qu'on va venir regarder, c'est au niveau de la facture, si c'est l'entête, l'adresse du prestataire, de l'entreprise et sur place, on va la compter dans les dépenses éligibles. Ok. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour Nora, je suis M. Dabo Boubacar. J'ai eu du retard à mon travail, donc je viens tout à l'heure, j'ai eu du mal à me connecter, mais finalement, j'ai réussi. Donc, c'est pour passer bonjour à tout le monde. Super. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre présence. Et bienvenue. On vous enverra dans tous les cas les slides. Hein, donc, vous pouvez lire ce que vous avez raté. D'accord. Ok. Il y a une question de monsieur Bernard Petit. Bernard? Ah, vous êtes en mute, il faut enlever le... On vous entend pas. Non, je vous entends toujours pas. Attendez, c'est bon. Bon, simplement, pour le budget N-1, la limite de 50 000 euros. Et dans les 50 000 euros, est-ce qu'on compte les valorisations également, oui ou non? Alors, quand je parle des 50 000 euros, c'est le budget de votre association. C'est pas le budget du projet. Ah, c'est ouais. C'est le budget de l'association. Ah oui, donc on est en dessous de 50. Non, ça va. Donc j'ai la réponse à mes questions. Merci. Noah, il y a plusieurs questions sur la valorisation dans le chat. Si tu peux reprendre peut-être ces éléments explicatifs sur les pourcentages, etc. Voilà, ça permettrait de répondre à 2 questions sur les valorisations. Merci. Donc pour la valorisation, je pense qu'on a compris ce que c'était, mais pour les pourcentages, donc pour vous expliquer, typiquement sur un budget, on va dire de 10 000 euros, donc il y a 5 000 euros qui pourront être éligibles à la guilde, et vous pouvez mettre des valorisations locales jusqu'à 2 500 euros, ce qui fait que votre budget, lorsque vous remplissez les ressources, vous avez déjà 7 500 euros qui sont couverts, et vous n'avez plus qu'à chercher 2 500 euros pour compléter. Ça sert les marges pour calculer, voilà, pour venir compléter votre projet. En fait, tout simplement, ça vient, ça peut venir augmenter ce que vous pouvez demander à la guilde. C'est pas toujours très très clair. Alors, il y avait 2 questions. Je ne sais pas si ça répond à monsieur Clary et à madame Amar. N'hésitez pas à prendre la parole si ça répond pas précisément à votre question. Oui, si je peux pas répondre. D'accord. Si on n'en a pas besoin de le mentionner, la valorisation, parce que pour une raison X, Y, par exemple, vous avez parlé de valeurs de terrain qui peuvent être assez gros. Si ça n'apporte pas un élément positif pour le dossier, et justement augmenter la valeur qu'on demande à la guilde, c'est pas la peine de le mentionner. C'est pas obligatoire. Alors, oui, les valorisations ne sont pas du tout obligatoires. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en ajouter. Mais par exemple, si vos valeurs qui est très grand dépasse les 25%, nous on va le prendre en compte, mais qu'à hauteur de 25%. Donc vous pouvez quand même le mettre, même si ça dépasse les 25%. Et nous, dans notre calcul, on prendra que 25% du budget total de votre projet.
Ok. Ça fait pas de mal de le mentionner, quoi, pour montrer Ça, aussi la pour moi, tu vois, c'est toujours intéressant de dire que le don de terrain, que le terrain, il est donné par monsieur et que voici le document qui l'atteste. Par exemple, la mairie nous donne le terrain. Ça, voilà, ça valorise l'engouement qu'il y a autour du projet. Le maire, il est impliqué, il vous a donné ce terrain-là, etc. Donc pour moi, je trouve que c'est toujours un élément positif à votre dossier, oui. Eh bien, merci. De rien. Je crois que Albin, Clary, Oui, vous tout à levez la fait, main? oui. Moi, à mon niveau, c'était plutôt si, par exemple, un projet est un peu plus important, à hauteur d'un coût total estimé à 30 000 euros et qui mobilise plusieurs financeurs. Mhm. Si la valorisation était de 25% du projet total ou de la moitié de ce que vous ne prenez pas en compte dans votre financement. C'est du budget total, dépenses éligibles. OK. Merci. De rien. Présentation pour prendre les dernières Juste, questions avant de... ouais, il y a Dis-moi. encore une question dans le chat sur le budget, sur les projets déjà amorcés. Est-ce que les dépenses sont éligibles? Alors, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Nous, les activités qui sont éligibles, c'est toutes les activités à venir. Toutes les activités passées, donc avant la date du 5 octobre 2023, ne sont pas éligibles. On va les sortir et elles sont même à présenter dans la partie contexte, dans la partie historique de votre projet, mais pas dans les activités du projet. Vraiment, tout ce que vous devez présenter dans les activités du projet, c'est les activités à venir. C'est ce qui est éligible. S'il vous Ok. plaît, Noah, je peux vous poser la même question dont je viens de donner la réponse, c'est-à-dire sur le terrain. Donc, le chef du village nous a offert pour cette cause de santé et puis tous les documents de la mairie qui ont été notifiés. Donc, avec ça, est-ce que cette valorisation, si vous demandez le budget local, ça va compter dedans ou pas? C'est-à-dire le prix du terrain, si Oui, tout à fait. on va se mettre en vente. On peut estimer comme ça ou bien ou pas. Exactement, oui, c'est ça. Et vous pouvez annexer, enfin, ce sera même demandé, annexer les lettres dont vous parlez, D'accord, du chef de village, bien d'accord. entendu. Merci. Donc, je vais passer le tout dernier onglet, enfin, les tout derniers onglets qu'on vous demande, mais qui ne sont pas pour le moins importants. C'est l'onglet annexes, puis photos et vidéos. Donc, dans les annexes, d'une part, il est impératif d'ajouter toutes les demandes. Donc voilà, la reconnaissance, l'accord du projet, la lettre d'engagement de la mairie, de l'école, du ministère, si besoin. Également, tous les devis que vous avez déjà annoncés dans votre budget, mais c'est toujours un plus hein, de mettre des devis parce que ça nous permet de comprendre comment les frais ont été estimés dans votre budget et puis de voir que vous avez déjà identifié des prestataires, des entreprises, des personnes qui vont réaliser ces activités-là, ces dépenses. En bas à droite, papa, en bas, En bas à droite, j'ai l'icône quitter. Il y a aussi, on vous recommande hein, d'ajouter des photos. Donc l'idée, c'est pas d'ajouter des photos misérabilistes ou autres, mais vraiment des photos qui permettent de comprendre le projet, de se projeter dans la réalisation, dans la mise en œuvre de votre projet. Typiquement, s'il y a l'espace dans lequel vous allez construire les 2 salles de classe, le terrain à vide, ça peut être intéressant si vous avez cette photo-là de l'ajouter. Voilà. L'idée, c'est vraiment de permettre à l'instructeur de se projeter davantage dans la mise en œuvre de votre projet. Je pense que c'est ça qui nous a, premier dépôt de dossier, c'est qui nous a échappé parce qu'on a tous les photos là, ils sont sur place et puis tous les jours de rassemblement avec les médecins-chefs de la région et puis tout est là. Mais comme on ne s'est pas bien se renseigner dessus pour pouvoir tout déposer ces éléments de preuve, et puis je pense que c'est qui nous a un peu handicapé dans l'affaire. N'hésitez pas, hein, monsieur, à demander un accompagnement. Là, c'est vrai qu'on est dans une réunion d'information
c'est difficile d'aller vraiment dans le détail de votre projet spécifique, mais on pourra tout à fait, avec Resacop, voilà, n'hésitez pas à leur solliciter un accompagnement pour voir les éléments qui ont un petit peu peut-être péché lors de votre dépôt. D'accord. Donc je vais finir Mais, la... Ah, mais maintenant, le deuxième dépôt, vous avez la date ou vous ne savez pas? bah, c'est en ce moment et jusqu'au 5 octobre 2023, du coup. En ce Oui, moment-là? On est le 5. c'est ouvert en ce moment et jusqu'au 5 octobre 2023, l'appel à projet en cours. On pourra D'accord. vous avez raté le début, c'est pour ça, mais les autres personnes sont là depuis le début. Mais je vous enverrai ça, tout ça, ne vous en faites pas, monsieur. D'accord. D'accord. Merci. Donc, je disais, je finis avec quelques règles pratiques qu'on a un petit peu déjà évoquées tout au long de la présentation, hein. Mais la recommandation, c'est vraiment de créer un document Word. Et le document Word, on a des canevas avec voilà, tous les onglets qui vous sont demandés sur Word. Donc, n'hésitez pas à les demander à Resacop et à Territoire Solidaire. Et n'oubliez pas, une fois que vous remplissez sur le portail solaire, de bien sauvegarder régulièrement vos avancements pour éviter de perdre les informations. Donc, vous pouvez bien présenter un seul dossier de demande de fonds par session et par bailleur. Donc voilà, et par association. Et bon, pour finir, hein, on est bien conscient hein, que ce dépôt peut sembler conséquent, mais l'idée, c'est déjà de concentrer un ensemble de bailleurs et on a dû se retrouver sur des critères ressemblants. Et puis voilà, l'idée, c'est aussi de challenger un petit peu et de centrer votre projet au sein de grands objectifs. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous propose tout un système d'accompagnement pour vous accompagner au mieux dans le dépôt de ce dossier-là. Et puis, il y a aussi D'accord. d'autres ressources, notamment on a un tutoriel d'aide au dépôt qui est directement cliquable sur votre espace. Ça prend en fait vraiment l'ensemble des onglets, des questions qui vous sont demandées et ça met vraiment le détail de ce qui est attendu dans chaque onglet. Donc, si vous avez un doute ou autre, n'hésitez vraiment pas à le consulter. Il est très très détaillé. Et pour ceux qui sont plutôt visuels, on a des tutoriels sur format vidéo. Donc, ils sont un petit peu, enfin, ils n'ont pas été mis à jour avec les nouveaux critères automne 2023, mais vous les connaissez désormais. Mais ça peut vous aider à visualiser un peu plus ce qui est attendu sur les onglets, etc. D'accord. Et voilà, j'ai donc quelques liens utiles que vous pourrez avoir lorsqu'on vous enverra le PowerPoint. Et donc, je finis ma présentation avec quelques questions rapides avant de pouvoir passer la parole à Carte ONG qui va vous présenter donc ses missions et ses activités. Merci. Il y a 3 mains levées et puis 2 questions dans le chat. Très bien. On va dire Sonia Emingré, parce que c'est la première que je vois. Allez-y. OK. Vous voulez des documents en français, ça se comprend. Par exemple, la mise à disposition du terrain. Est-ce que vous faites confiance à notre traduction, à nous, ou est-ce qu'il faut faire certifier par l'ambassade de France, ou j'espère qu'il ne faudra pas passer par un traducteur à sa montée. Non, bien sûr, si vous avez les moyens de traduire par des traducteurs spécialisés, c'est toujours un plus, hein, parce que nous, on a d'autant plus la certitude. Si vous êtes une association que l'on connaît déjà, c'est sûr que c'est plus facile. Mais non, tant que c'est traduit par vous déjà, c'est bon, c'est toujours OK. quelque chose. C'est mieux que ce soit pas traduit du tout. D'accord, merci. Je pose la question. Oui. Je crois qu'il y avait Claude Bardet d'abord et Axel Jorsin. Et après, Oui, je dans prends la votre question, liste monsieur. des annexes, il y avait en dernière ligne l'avis de non-objection. Ah oui. Vous n'en avez pas parlé. J'avais cru comprendre tout à l'heure que c'était quelque chose qui venait dans la procédure
d'examen des dossiers, mais que ce n'était pas à nous de le fournir. Tout à fait. Alors, en fait, cette dernier onglet, ça va être des questions sur, par exemple, l'adresse de votre structure, si le pays rouge. Il y a une question sur est-ce qu'il y a des membres de l'association qui sont exposés politiquement. Donc ça va être le document qui va être extrait et envoyé directement à l'AFD. Et c'est grâce à ces réponses-là qu'ils vont cribler et enquêter sur votre association. Donc c'est vraiment des questions assez voilà, sur votre association. Et vous parlez de pays dans des zones rouges. Où est-ce on peut trouver la liste de ces pays? Alors, vous pouvez aller, si vous tapez sur une barre de recherche, par exemple Togo, MEAE, zone rouge, vous allez atterrir sur la page du MEAE et l'onglet sécurité vous permet de regarder, il y a une cartographie du où est-ce que c'est coloré en rouge, en orange ou en blanc, beige. Donc ça, c'est sur le MEAE, le ministère des Affaires étrangères français. Merci. Madame Jorsin. Il y a peut-être votre micro qui est... En tout cas, on ne vous entend pas. Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Bonjour. Bonjour. Question rapide parce que c'était une thématique qui était mise en avant dans les années précédentes. Et, nous, on a un projet concernant l'accompagnement d'une communauté sur la gestion des déchets. Mais c'est plus du tout dans les critères Internet, donc je ne sais pas est-ce que c'est éligible ou pas. Si, c'est tout à fait éligible. Nous, on l'intègre dans l'environnement. C'est vrai que c'est Environnement et peut-être... climat, d'accord, pour très nous, bien. c'est dans cette thématique-là, après. Ok, super. Comme elle était plus mise en avant, je me demandais si Oui, vous oui. aviez décidé Non, de... mais c'est tout à fait éligible, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. De rien. Monsieur Alphez? Oui, merci Noah. C'est juste, il a été fait référence tout à l'heure à solliciter éventuellement agir sa vie. J'ai cru comprendre, mais je voudrais avoir la confirmation qu'il suffit au moment de la rédaction une demande budgétaire et l'inclure dans le budget pour que ça soit examiné et pris en compte. C'est ça. Tout à fait. C'est même un peu plus simple que ça. Il vous suffit dans le budget partie ressources d'écrire une dotation, donc un chiffre, sur la ligne Agir sa vie pour que Agir sa vie instruise votre dossier. Alors c'est simple à solliciter, mais il faut quand même aller vérifier leurs critères pour être sûr, voilà, de ne pas se faire juste retoquer bêtement. Et donc, pardon, oui. Oui, juste dans la continuité, est-ce que c'est possible de redonner la liste des fondations et bailleurs possibles via le portail solidaire, qui est une question complémentaire. Pardon, Monsieur Alphez. Oui, alors on ne peut pas parler directement des bailleurs qui sont sur le portail solidaire, mais effectivement, il existe des bailleurs qui sont présents sur le portail, mais qui vont venir compléter les plans de financement des projets que la guilde a choisi de financer. En fait, ils sont présents au comité final et ils vont écouter les instructions et les décisions. Ils vont choisir de venir compléter les financements, mais ils ne souhaitent pas être sollicités directement via la plateforme du portail solidaire. Mais voilà, il y a des possibilités qui existent. Et effectivement, il n'y a pas que Agir sa vie. Il y a d'autres bailleurs sur la plateforme. Je vous ai coupé, Monsieur Alphez, dans votre intervention. Je ne sais pas si vous rien, avez votre question terminé. était très intéressante, je le souligne. Écoutez, non, simplement, c'était une question de plafond concernant auprès des bailleurs. Donc, j'ai bien compris les plafonds de la guilde. Je ne reviens pas là-dessus. On sollicite Agir sa vie, qui va rentrer dans le cadre du budget. Et à ce moment-là, on dépasse le plafond de la guilde, mais ce n'est pas grave, puisque les fonds viennent d'Agir sa vie. Hein, okay. Exactement, c'est un bailleur vraiment distinct. Hein. Et c'est intéressant justement parce qu'il peut servir de cofinanceur. D'accord, ok, c'est parfait, merci. Et l'examen du dossier est fait simultanément, en même temps que la guilde, c'est Agir sa vie. Quoi, voilà. Exactement, mais de manière séparée. C'est-à-dire que Agir sa vie peut choisir finalement de vous financer. C'est vraiment deux structures distinctes. Okay. Deux commissions différentes. Exactement. Et des critères tout à fait. Okay, parfait. Entendu. Pour le même dossier, d'accord.
Exactement. Voilà, bah, je vais peut-être arrêter le partage d'écran et donner la parole donc à... Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est bon? Oui, il y a quelqu'un qui note, ça, c'est bien. Oui, il y a des... Comment c'est possible? Sans Hmm, vouloir dénoncer Madame Catherine Lise, je crois que vous avez partagé votre écran. Hop, d'autorité, je le coupe. Et donc, je vais passer donc la parole à Carte ONG. Je ne sais pas si vous souhaitez partager votre présentation. Je Oui. vous trouve plus dans les... Donc bonjour tout le monde, merci Noah. Je prends l'occasion d'intervenir pendant ce webinaire parce que à Carte ONG, on propose un soutien qui, je pense, peut totalement correspondre que je vois réunis aujourd'hui. Donc je vais vous partager une présentation, mais je vais la faire assez rapidement pour pas vous garder trop longtemps. Et de toute façon, je ferai passer le lien à Resacop afin que vous l'ayez tous et toutes. Nous, à Carte ONG, nous sommes une association qui a été créée en 2006 et donc une association support, ce qui veut dire que on apporte un soutien en cartographie et en gestion de données à d'autres structures. Donc, on accompagne des grosses structures comme par exemple Médecins sans frontières, réalisés par nos salariés et donc des projets rémunérés. Et à côté de ça, on a aussi une communauté de bénévoles qui nous aident à réaliser des projets qui, eux, pour le coup, sont gratuits et qui sont à destination de structures qui sont de plus petite taille et aussi qui ont des besoins en cartographie, en gestion de données qui sont plus, disons, plus abordables par nos bénévoles. Je vais vous présenter quelques exemples pour que vous ayez une idée et en tout cas, je vous encourage si jamais ça vous j'ai des réflexions chez vous à m'en reparler, je serais ravie de faire un appel avec vous. Donc dans les exemples de projets possibles, nous avons pour la première chose, c'est de réaliser ce qu'on appelle une carte de base. Donc en fait, c'est tout simplement de cartographier ce qu'on peut voir à partir d'une image satellite. Donc par exemple, si vous intervenez dans une zone pour laquelle il n'y a aucune carte qui existe sur Google Maps ou des choses comme ça, ce qui se passe assez régulièrement dans des zones un petit peu reculées, vous avez besoin de pouvoir savoir par exemple combien de bâtiments sont réunis, où est-ce qu'ils sont réunis, où sont les routes, des choses comme ça. Nous, c'est des choses qu'on peut faire. Et alors, je voulais changer de fenêtre, mais j'y arrive pas avec avec le panneau qui s'est mis en haut. Ah, voilà, parfait, c'est tout. Donc, par exemple, nous, on a des bénévoles qui nous aident à réaliser des cartes, donc une carte comme ce que vous voyez là sur la droite, où on va du coup pouvoir, là c'était une commune au Mali qu'on avait cartographiée, pour pouvoir après localiser où étaient les points d'eau qu'une structure avait mis en place. Et donc pour après choisir où allaient être installés des points d'eau dans le futur. Donc ça, c'est un premier exemple. On a aussi l'option de réaliser. On va te mettre mise sur un site et qui vont pouvoir par exemple se présenter comme ceci. C'est une carte qu'on avait fait pour le forum qui servait à représenter les structures de solidarité qui menaient des actions dans le cadre du Covid. Donc c'est une carte qui en général se représente un petit peu comme ça avec un panneau de filtre sur la gauche et ensuite des points qui s'affichent et après on peut voir des informations qui s'affichent selon ce que l'organisation a voulu représenter. Donc là c'était pour en fait faire connaître. On peut aussi du coup faire afficher les horaires d'ouverture, des choses comme ça. Et une autre option aussi, c'est de réaliser ce qu'on appelle des cartes statiques. Donc en fait des cartes qui vont pouvoir être imprimées. On avait fait ce type de carte pour une association qui s'appelle Planète Réfugiés Droits de l'Homme, qui souhaitait en fait avoir des cartes de plaidoyer qui puissent représenter les personnes qui étaient condamnées à mort dans le monde. Donc ça, c'est plutôt des cartes qui ont un but public.
et de plaidoyer. Je vous en montre quelques exemples. Ou bien ça peut être aussi des cartes pour plutôt se représenter des points d'intérêt. Donc là, on avait fait une carte en assez grand format pour une structure qui gérait l'acheminement des déchets dans une ville du Burkina Faso. Donc voilà, je vous montre un peu des exemples dans tous les sens, je fais un peu vite, mais en tout cas, sachez que nous, on est vraiment disponible pour discuter de ces sujets-là, et même si vous avez des idées qui ne sont pas forcément très abouties dès le premier coup. On sait aussi que sont assez impressionnants dans lesquels il est difficile de se lancer. Et c'est pour ça qu'à Carte ONG, on propose vraiment un accompagnement pour un peu découvrir ces thématiques-là et qui va peut-être pas forcément se concrétiser en un projet, donc ce qu'on appelle les projets volontaires, mais au moins qui nous aura permis d'échanger un peu sur ces thématiques. Donc je partagerai cette présentation, sachant que à la fin de la présentation, vous avez mon adresse mail. Échanger sur ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait peut-être des questions pour Clara? Non, enfin, j'ai pas levé la main. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est le greffe. C'est pas une question, mais je suis très très impressionnée par cette prestation aussi. Je pense exister en fait, et je trouve ça absolument riche et incroyable à insérer dans les projets. Je suis très impressionnée. Voilà, c'était juste ça, un peu brutal parce que j'ai une autre petite réunion. Merci Noah pour la qualité de la prestation. Et merci à Territoire Solidaire, naturellement. À bientôt. Merci beaucoup. J'avais enlevé mon truc par mégarde, mais voilà. Il n'y a plus de questions dans le chat, il n'y a plus de mains levées. Eh ben. Tout le monde est déjà dans la rédaction de son projet. C'est top. A priori, c'est bon. Bon. En tout cas, merci beaucoup Clara, c'était très intéressant aussi. On remettra les documents là dans le chat, certains demandaient, donc on remettra peut-être ceux qui ont reçu par Resacop, on pourra renvoyer le lien avec la présentation, le support de présentation et de Carte ONG et de l'appel à projet par mail, et puis ils seront aussi accessibles sur le site. Et je vois Ella qui fait signe de la tête, donc elle doit faire la même chose de son côté. Voilà. La même chose de notre côté. Donc n'hésitez pas aussi à nous recontacter les uns ou les unes ou les autres, du coup, en fonction de vos besoins. Merci à tous. Oui, bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, vous allez mettre sur le plateforme tout ce qui a été dit derrière moi. C'est qu'elle vient de présenter là, le cartographique. Carte ONG, oui. Ouais. Voilà, NG, elle va mettre aussi. D'accord. Donc, nous aussi, avec cette carte-là, on va se baser dessus. On peut se baser dessus pour pouvoir faire montrer la zone où il est. C'est OK ou pas avec cette carte? Oui, il propose plus que de la localisation, mais tout à fait, ce serait intéressant de vous rapprocher de Carte ONG pour voir ce qui est possible de faire dans le cadre de votre projet. D'accord. Ouais, merci. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. On a été nombreux. Merci à tous. Merci Au revoir. Au revoir.